Bonjour à tous, y compris aux collègues, et je pense notamment à notre collègue italienne Inès Scioli, qui est présente par le biais de la visioconférence. C'est la magie de la visioconférence. Donc, vous pouvez m'excuser pour ce léger retard, mais j'ai un agenda bien chargé et je dois dire que je suis très heureux d'être là parce que du coup, j'ai la sensation qu'on va réfléchir ensemble et c'est évidemment dans le cadre de mes fonctions décanales des moments privilégiés, puisqu'on fait beaucoup de choses qui relèvent de l'administratif. Et en plus, je m'étais trompé de lieu, puisque je croyais que c'était au Cerclide. Mais effectivement, nous n'avions pas de salle suffisamment grande. Alors, je suis absolument ravi de votre venue, chers collègues, qui s'inscrit, comme me l'a rappelé Madame Mouti-Toungach, dans des relations qui s'institutionnalisent de plus en plus avec la faculté d'Ottawa. Donc, ces relations, elles partent de travaux entre les collègues, précisément vos travaux en lien avec le professeur Nicolas Gavaillet, les travaux de Mouna Mouti-Toungach avec Florian Martin-Baritou, qu'on a accueilli à de nombreuses reprises ici à Saint-Étienne. Donc, on est en cours de finalisation de l'accord Université Jean Monnet Ottawa, et je crois comprendre que la dimension droit, la dimension juridique est une des dimensions, si ce n'est la dimension qui va être privilégiée, favorisée dans nos relations avec des projets de recherche communs, des co-tutelles de thèse, ça je l'espère, ce qui permettra à nos étudiants d'avoir cette capacité de rencontrer deux systèmes, de les comparer avec des collègues de chacune des maisons, échange de professeurs bien sûr. Donc vous êtes toujours les bienvenus à Saint-Étienne et on espère venir vous voir à Ottawa. Alors certains d'entre nous y sont déjà allés, mais moi à titre personnel je serais ravi de venir jusqu'à Ottawa. Et puis échange aussi d'étudiants, notamment dans les masters. Voilà, on a un master droit international européen et comparé. Voilà un espace qui serait tout à fait approprié pour des échanges d'étudiants. Alors, j'ajoute qu'on vient de créer une chaire de droit comparé au profit du professeur Aurélien Antoine. Donc, c'est quand même assez exceptionnel, c'est droit et politique comparé en plus. Donc évidemment, le Canada fait partie des axes de développement de cette chaire de droit comparé et on sent toute la substance que ces relations peuvent prendre aussi dans le cadre des relations avec le professeur Aurélien Antoine, sans parler du fait que l'université Jean Monnet, mais aussi la faculté de droit s'ouvre de plus en plus à l'international. Donc, dans ce cadre-là, évidemment, ces relations sont particulièrement intéressantes. Alors, en ce qui me concerne plus particulièrement, Madame McDonnell, donc vous venez nous présenter en français, et thank you for that, l'ouvrage collectif que vous avez dirigé, qui s'intitule donc Supreme Data Understanding the Supreme Court of Canada Using Legal Data Analytics, d'accord? Donc, qui est un ouvrage dans lequel les auteurs combinent l'analyse de données juridiques, qui est un grand débat en France, avec une analyse qualitative approfondie pour étudier la Cour suprême du Canada, alors qui est une Cour suprême très particulière, très anglo-saxonne dans son fonctionnement et très différente de ce que nous avons en France, mais très intéressante, y compris d'ailleurs dans son contrôle de constitutionnalité. Alors, ce nouveau volume démontre le potentiel de l'analyse des données juridiques dans l'apport de la connaissance en réalité sur la jurisprudence d'une cour et qui permet peut-être d'aller plus loin en réalité dans la connaissance que l'on peut avoir du travail de l'office du juge. Donc c'est évidemment passionnant, alors avec des enjeux de tous ordres, d'accord, y compris en dehors de l'espace strict du droit, il y a des enjeux de sciences humaines et sociales. Voilà, ça conduit aussi peut-être parfois à relancer le débat sur l'activisme judiciaire, pour reprendre le terme des anglo-saxons, avec le rôle des juges. Bon, on voit par exemple la Cour du Canada est une cour qui est composée de juges éminents, qui viennent chacun de provinces différentes. On voit d'ailleurs Québec, Ontario, etc., beaucoup nommés par le Premier ministre Trudeau. Donc, tous ces éléments-là, y compris politiques, sont à prendre en considération dans ces analyses. Voilà, donc c'est évidemment passionnant. C'est un sujet qui nous passionne aussi, dont je dois vous dire qu'on ne sait pas encore comment vraiment l'appréhender, comment le mobiliser. On n'est pas tellement certain des enjeux. On voit aussi des enjeux d'une nature plus principielle, morale, éthique quasiment. Voilà, parce que quelles vont être les conséquences de ces analyses, qu'est-ce qu'on va en faire et qu'est-ce que ça peut traduire en termes de production de la jurisprudence. Donc, ce sont tous ces éléments-là qui vont être abordés. Et l'idée, comme me l'a dit Madame Toungach, c'est d'avancer ensemble par une discussion avec vous. Alors, on va principalement vous écouter, mais tout de même par une discussion sur votre méthodologie d'abord, et puis ensuite sur
les conséquences de la maîtrise de ces données. Après, avec le focus sur le concept de séparation des pouvoirs, qui est évidemment un focus particulièrement intéressant, au terme duquel, visiblement, on se rend compte que le juge joue un rôle particulier sans volonté particulière de favoriser un pouvoir par rapport à un autre. C'est l'un des éléments qui ressort de notre recherche. Donc, tout ça est passionnant, donc je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps parce que je veux vous laisser la parole sur ce point. Et vraiment, je vous remercie très sincèrement. En plus, j'ai la chance de déjeuner avec vous, de dîner avec vous, donc on va pouvoir continuer, en espérant que vous viendrez d'ailleurs pour la galette également à 17h. Voilà, donc on aura la chance de profiter ensemble et de pouvoir discuter et échanger. Je profite de l'occasion qui m'est donnée quand même pour remercier les étudiants, les doctorants particulièrement qui sont en face et qui, en assistant à ce type de workshop, eh bien, se rendre compte de tout l'intérêt qu'il y a à implémenter les connaissances des uns et des autres et à réfléchir ensemble pour créer précisément de la science du droit ici. Je remercie les collègues qui sont présents. Je vois mon ami le directeur du CERCRID, donc qui évidemment est là. Et puis je remercie particulièrement pour terminer Mouna Mounsi-Tungash qui alors vraiment n'a de cesse que de s'investir, de s'impliquer. Alors je dois vous dire qu'elle le fait tranquillement parce qu'elle aime beaucoup travailler avec vous, avec Florian, qu'elle apprécie particulièrement le travail avec le Canada, mais malgré tout, elle est très investie dans ces relations que nous avons avec vous. Je vous remercie très sincèrement d'abord de nous donner l'occasion d'avoir ce type de discussions scientifiques qui nous font du bien, et puis en outre de permettre ce développement avec cette magnifique université d'Ottawa et avec ses chers collègues. Donc merci beaucoup Mouna pour tout ça. Et maintenant, je me tais, je laisse Mouna parler et ensuite pour vous écouter. Oui, alors très rapidement, merci Baptiste de cette présentation. Très rapidement, je voudrais effectivement remercier Vanessa qui affronte le froid, mais pour toi c'est une anecdote en venant d'Ottawa, mais surtout le décalage horaire puisque c'est une mission de quelques jours et durant ces quelques jours tu viens faire ce séminaire, tu viens faire une présentation au Master 1 et 2 droit international européen et comparé, donc je t'en remercie sincèrement. Je te remercie de mettre sur la table un projet que tu es en train de construire et de finaliser. Et l'objet de ce séminaire est vraiment un format work in progress. Hein. C'est l'idée, c'est-à-dire des présentations, des discussions, presque à bâton rompu, et c'est pas grave, et tant mieux, parce que c'est comme ça que l'on crée ensemble. Je voudrais remercier évidemment le doyen et le directeur du centre qui sont là toujours pour supporter dans tous les sens du terme les collègues, et donc ils m'ont supporté dans mes initiatives et ils continuent à le faire. Donc je voudrais les remercier. Et puis je remercie évidemment l'ensemble des discutants que je n'ai même pas eu besoin de supplier puisqu'ils ont accepté assez spontanément et avec beaucoup d'enthousiasme de discuter avec toi de tes projets de recherche. Je remercie les autres collègues qui viennent écouter et participer et puis les doctorants qui sont nombreux. Tes travaux rapidement. Lorsque tu les as présentés, lorsque je suis venue à Ottawa le 3 octobre, on fait écho directement à ce que l'on sait faire au CERCRID. Alors l'analyse critique des cours constitutionnels et suprêmes, évidemment la démarche empirique qui est inscrite dans l'histoire du CERCRID, et là tu apportes une approche peut-être renouvelée avec l'analyse des données, et on y reviendra. Les nouvelles technologies, évidemment, qui apportent un nouveau regard, une nouvelle dimension qualitative. Donc, tu as su parler, et puis évidemment avec le droit comparé, tu as su parler à différents membres du CERCRID assez naturellement. Juste pour finir, je pourrais te laisser la parole peut-être une vingtaine de minutes pour que tu présentes, et puis les collègues prendront la parole tour à tour, comme ils le souhaitent. Il n'y a pas d'ordre prédéterminé, 10 à 15 minutes. Et ensuite, on discute, on rentre ensemble dans la discussion et le débat. Et puis, pour reprendre et déformer, et vraiment pour finir les propos de Louis Pasteur, je vous invite à avoir le culte de l'esprit critique. Merci Vanessa, je te laisse la parole. Merci Mouna et merci à tout le monde d'être venu ce matin. Un grand merci à Mouna pour avoir organisé ma visite à Saint-Étienne et toute l'équipe de la CERCRID. Pardon. Comme Mouna a dit, je suis professeure de droit à l'Université d'Ottawa. Je suis aussi la co-directrice du Centre de droit public. C'est un centre de recherche universitaire
qui existe à l'université depuis 4 ans. Alors, on vient d'être créé, en effet. Et je suis très contente d'être ici pour pouvoir, pour nous, une de nos priorités, c'est vraiment de pouvoir élargir nos relations avec le monde francophone, les centres de recherche en droit francophone. Et pour moi, oui, Saint-Étienne, Université Jean Monnet, c'est vraiment, les liens sont très naturels. Surtout avec le programme qui vient d'être créé dans les masters de droit international européen et comparé. Alors, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais parler d'un projet, un de nos projets au Centre de droit public. C'est un projet empirique dont je fais partie avec mes collègues Carissa Mamathan, Wolfgang Olschner et d'autres. Et comme vous avez entendu, c'est un projet qui utilise les approches empiriques pour étudier la Cour suprême du Canada. Alors, j'avoue que pour moi, cette approche est nouveau. Moi, je suis une chercheuse qui utilise normalement les approches, j'utilise les approches doctrinales et comparatives dans ma recherche. Mais nous avons un collègue, Wolfgang Olschner, qui vient de créer un nouveau laboratoire à l'Université d'Ottawa. Et on a commencé des discussions sur le thème de comment on pourrait utiliser les technologies de son laboratoire, les techniques que lui apporte à toutes sortes de domaines de droit pour étudier le droit public canadien et la Cour suprême du Canada. Alors, nous avons une petite subvention maintenant pour commencer ce projet-là. Et je dois dire que je suis très contente qu'on va avoir une discussion aujourd'hui parce que pour nous, ce processus de créer un projet où on a des experts sur la Cour suprême, des experts dans la doctrine, mais aussi des gens qui sont des experts dans les approches empiriques. L'idée de créer une collaboration comme ça et de savoir quelles questions de recherche qu'on devrait poursuivre, comment on travaille ensemble, comment on parle, you know, we say in English, like how you speak across the divide, parce qu'on a tous nos compétences individuelles, on a notre niveau de confort avec notre domaine, mais là, qu'on décide qu'on va vraiment travailler d'une façon interdisciplinaire, il y a beaucoup de potentiel, mais aussi des défis. Et en effet, ça nous a pris beaucoup plus de temps pour juste établir le projet qu'on aurait pensé. Ça nous a pris du temps pour vraiment savoir qu'est-ce qu'on veut faire ici. On sait qu'on veut étudier la Cour suprême en utilisant les méthodes empiriques. Mais c'est quoi les méthodes empiriques qu'on va utiliser? Parce qu'il y en a plusieurs. Quels sont les thèmes qu'on veut poursuivre, tout ça. Alors, tout ce processus-là, j'ai beaucoup appris de ce processus-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose c'est une question séparée les grands enjeux qui sont impliqués quand on décide d'étudier un cours de façon empirique au lieu de doctrinale. Mais je dirais que tous ces enjeux-là font partie d'un tel projet et que pour un projet de ce type, pour pouvoir avancer ces projets-là, on a vraiment besoin de ces différents domaines d'expertise. C'est vraiment pas assez d'avoir les chercheurs qui connaissent juste les méthodes empiriques ou juste le droit public. Je comprends que parfois, il y a des gens qui ont ces deux expertises-là, mais pour nous, plus souvent, c'est vraiment un travail de collaboration. Alors, je crois que pour moi, j'aimerais parler de tout ça. Peut-être c'est intéressant pour vous quand vous pensez des types de projets qui sont pareils, comment on peut procéder dans ces circonstances-là. D'accord. Alors, je vais commencer en vous parlant un petit peu des origines de ce projet-là.
pourquoi nous croyons que c'est un projet innovatif. Et je vais aussi vous donner un exemple des types de questions que on poursuit dans ce projet. Je vais parler un petit peu de mon chapitre dans ce livre. Et je vais terminer juste en parlant un petit peu, peut-être dans la période de questions ou peut-être à la fin de la présentation, sur le potentiel pour des projets comparatifs sur ce projet. Alors maintenant, notre projet, c'est vraiment, on étudie la Cour suprême de façon profonde en utilisant les méthodes empiriques. Mais c'est sûr que dans le domaine du droit comparé, on voit de plus en plus un intérêt dans les approches empiriques et comparatives. Et pour moi, je vois comment un projet sur les cours APEX de différentes juridictions pourrait se procéder d'une façon avec un petit peu plus de travail. D'accord. Alors, le contexte pour le projet. Alors, comme j'ai dit, on étudie la Cour suprême du Canada. C'est une de nos institutions publiques les plus importantes au Canada. C'est une cour de juridiction générale, ce qui veut dire que la Cour est la dernière cour d'appel au Canada en matière de droit privé et en droit public et constitutionnel. Ce qui veut dire aussi que la Cour entend des pouvoirs en common law, mais aussi en droit civil menant du Québec. Alors, c'est un cours qui traite des pouvoirs de ces deux traditions-là, ainsi de plus en plus que les traditions juridiques autochtones aussi. La Cour décide environ 60 pourboires par an. Ce n'est pas un grand nombre. C'est un nombre qui continue, oui, c'est petit, qui continue à baisser, en effet. Et ça, c'est une tendance que nous, on s'intéresse à cette tendance-là. Il y en a des chercheurs au Canada qui disent que si la Cour décide 60 pourboires par an, et la moitié, il les décide immédiatement. De plus en plus, la Cour suprême devient un cours qui est moins important au Canada que les cours d'appel provinciales qui entendent, disons, 5 000 pourboires par an. Alors, ça c'est un dynamique de savoir. En même temps, chacune des décisions de la Cour suprême est importante. Oui, alors, au Canada, l'approche typique pour un chercheur formé en common law comme moi, c'est vraiment d'étudier la Cour en utilisant les méthodes doctrinales traditionnelles. Alors, nous lisons les décisions de la Cour, les articles, les commentaires d'autres chercheurs et nous développons notre compréhension des décisions et de la Cour comme ça. Dans un système de common law, ça fait bon sens, c'est l'approche typique, en effet. Mais en même temps, de plus en plus, on voit que les chercheurs commencent aussi à développer d'autres approches à la recherche en droit, influencées surtout par les autres sciences sociales. Alors, de plus en plus au Canada, on voit qu'il y a des chercheurs qui apportent une approche historique, disons, ou une approche law and economics, ou d'autres approches pour étudier le cours, d'autres méthodologies et d'autres théories de droit. Et on voit vraiment comme deux développements, je dirais, au niveau de la méthodologie. Numéro un, on voit de plus en plus que les chercheurs commencent à utiliser des méthodes qualitatives, surtout les interviews, pour des projets de recherche en droit, pour mieux comprendre la Cour et les autres institutions publiques au Canada, comment elles fonctionnent, etc. Alors, on voit ça de plus en plus. Mais vraiment, on est encore au début avec ça, je dirais, dans les facultés de droit. C'est sûr que si on va à des départements de criminologie, par exemple, on voit des criminologues qui étudient parfois le droit
en utilisant les méthodes empiriques, qualitatives, les sociologues, etc. Mais dans les facultés de droit, c'est quelque chose qui vient vraiment tout juste de commencer. Et puis aussi, on voit de plus en plus d'intérêt dans les méthodes quantitatives aussi. Alors, l'approche qualitative interview, mais aussi l'approche quantitative. Et là, il faut dire que utiliser les méthodes quantitatives est un peu plus controversé au Canada. Et je dirais dans le monde comparatif aussi, dans le sens que les chercheurs doctrinales doutent parfois, je dirais, de la valeur de ces méthodes-là. Et l'idée, c'est vraiment, ou la raison pour ça, je dirais, c'est que, je dirais qu'il y a deux raisons. Numéro un, c'est que les premiers projets empiriques sur les cours au Canada et surtout la Cour suprême ont été pas mal modestes en ce qui concerne leurs conclusions. Alors, souvent, les projets parlaient des aspects pas mal superficiels des jugements de la Cour, comme le taux de dissidence, aussi les juges nommés par, disons, les gouvernements libéraux, rendaient des jugements libéraux, etc. Alors, une raison pourquoi on voit ce scepticisme, c'est que pour les juristes, parfois on dit, il y a une richesse énorme dans les décisions de la Cour et tout ce qui ressort des études empiriques, c'est vraiment de l'information de base, comme les taux de dissidence, etc., etc. Alors, numéro un des raisons pour le scepticisme. Numéro deux, je dirais, l'autre aspect qu'on voit, c'est que la plupart de ces études-là au Canada sur les cours ont été menées par des chercheurs en sciences politiques. Et comme vous le savez, les chercheurs en sciences politiques n'ont souvent pas la même perspective sur le droit et sur les cours que les avocats. Alors, vraiment, les questions que demandaient ces chercheurs-là étaient parfois les questions qui n'intéressent peut-être pas beaucoup les juristes. Le point de départ est souvent que ce que font les juges, c'est vraiment une autre forme de politique. Que le droit, c'est juste la politique, mais une autre forme de politique. Il y a sans doute des avocats qui sont du même avis, mais en général, cette perspective n'arrive pas à capturer ce que nous, comme avocats, on comprend comme étant la pratique des juges. Alors, encore, de la perspective juridique, il y a de l'opposition à ces études-là. What's that going to really tell me that I need to know about the court? Alors, pour ces deux raisons-là, je dirais qu'il y a un scepticisme. Et honnêtement, c'est un scepticisme que moi je partage. Alors, pour cette raison, ce projet a été très intéressant pour moi de faire partie de ce projet-là. Malgré tout cela, il y a eu des développements récemment qui commencent, je dirais, à changer la dynamique relative aux études empiriques parmi les chercheurs qui sont formés en common law. Le développement le plus important est l'émergence du big data et la possibilité que nous avons maintenant de faire ce travail plus traditionnel, doctrinal, mais avec l'aide ou avec la structure, peut-être, on pourrait dire, des méthodes empiriques, quantitatives. Alors, l'idée, c'est qu'on peut se servir des textes des décisions comme des données. The text is data. Et là, ça nous permet d'étudier la Cour et les décisions d'une façon différente. Alors, avec mes collègues, nous avons lancé ce projet-là. Comme j'avais mentionné, je suis chercheuse en droit public. Je ne suis pas experte dans les méthodes empiriques, quantitatives, mais je suis quand même experte sur la Cour suprême.
Alors, notre équipe est moitié expert comme moi et moitié expert en approche empirique. Et nous avons décidé d'utiliser de différentes méthodes empiriques dans ce projet pour étudier la cour et de produire un volume qui essaye de répondre à ce scepticisme qui existe. Pas nécessairement pour défendre ces méthodes-là, mais juste pour essayer d'approfondir la discussion. Quel est le potentiel? Avant qu'on dise, ben, ces méthodes-là, ça ne nous aide pas du tout. Surtout dans un contexte où la technologie développe très rapidement et il y a toutes sortes de possibilités qui existent maintenant, qui n'existaient pas, ça fait même 5 ans. L'idée, c'est de vraiment essayer d'avoir une discussion qui est plus nuancée, disons, sur ces méthodes-là. Une discussion qui accepte qu'il y a peut-être de la potentiel, mais aussi que il y a aussi des défis ou des raisons pourquoi de temps en temps on ne choisirait pas cette approche-là. Alors, une autre chose que j'ajouterais, c'est que je dirais que ce projet répond aussi à notre réalité juridique, dans le sens que le big data arrive. Il est ici. On voit dans les cabinets maintenant qu'il y a des avocats qui commencent à utiliser ces technologies-là pour donner des conseils à leurs clients. De plus en plus, si les cabinets peuvent prédire le résultat probable dans une dispute pour leurs clients, c'est un service qui est, dont les clients ils veulent. Alors, on voit dans les cabinets que de plus en plus, on utilise des outils comme ça pour comprendre ce que la Cour va faire. Alors, dans le domaine du droit, dans les cabinets privés, c'est déjà arrivé, on commence à utiliser ces outils-là. On sait aussi que les juges aussi commencent à s'intéresser à ces technologies-là de façon différente et souvent, je dirais aussi sceptiques. Il y a des juges de la Cour, des anciens juges de la Cour suprême du Canada qui ont parlé publiquement de ces technologies, qui ont dit, franchement, je ne crois pas qu'un algorithme pourrait prédire mes décisions. J'approchais toujours chaque décision avec de façon ouverte. Je ne savais jamais avant comment j'allais décider. Alors l'idée qu'il pourrait avoir un programme qui pourrait prédire, là, les juges n'aiment vraiment pas ça. Mais en même temps, on voit que la discussion commence, qu'elle est là, qu'on voit de plus en plus que des décisions administratives sont faites avec l'appui de la technologie. Alors, aussi comme chercheur, même un chercheur qui approche ces enjeux-là d'une façon doctrinale, c'est sûr qu'il faut être au courant de comment ces technologies-là changent la discussion autour du droit, de la rôle des institutions. D'une façon, on n'a vraiment pas le choix, mais de nous impliquer dans la discussion, de faire partie de la discussion. Et moi, je préfère que notre centre de droit public soit en avant qu'en arrière quand on parle de ces choses-là, parce que ça arrive. Il y a beaucoup d'intérêt. Et je dirais que il y a aussi toutes sortes il y a des enjeux, des choses qui pourraient nous inquiéter aussi avec l'utilisation de ces technologies-là et surtout, je ne sais pas comment on dit ça en français, but the monetization of these technologies. Quand c'est les cabinets privés, surtout, qui peuvent offrir ces services-là aux clients qui peuvent payer. Et ce n'est pas une ressource qui est disponible pour le grand public. Je crois que là, les chercheurs, nous avons aussi une responsabilité de penser de comment nous, on peut
partager ces connaissances-là d'une façon plus large. Alors, un aspect de ce projet-là, c'est que lorsqu'on termine ce livre-là, la base de données qu'on a créée, pas moi, les collègues ont créé, ça va être ouvert à la grande public pour être utilisé. C'est sûr qu'il faut avoir certaines connaissances pour pouvoir faire ce travail-là, mais quand même, je dirais que pour les universités, c'est très important d'être conscient de où ces connaissances-là développent et l'accès à ces connaissances-là. Alors, je vais juste parler un petit peu comme très, très vite de la base de données qu'on a créée, puis de mon chapitre. L'équipe a pris plusieurs mois pour créer une base de données qui contient le texte de toutes les décisions rendues par la Cour depuis sa création en 1876. Et après ça, on était prêt à explorer nos questions. Ce qu'on a fait, c'est vraiment qu'on a choisi des questions importantes en droit public, des questions importantes sur la Cour qu'on pensait pourraient bénéficier d'études empiriques. Alors, c'était vraiment là où les cerveaux droit public et empirique ont travaillé ensemble, c'est-à-dire, OK, voici les grandes questions qu'on se demande, quelques grandes questions qu'on se demande en droit public au Canada aujourd'hui, des grandes questions qui impliquent la Cour suprême. Quelle technique, méthode empirique est-ce qu'on pourrait mettre ensemble avec ces questions pour les poursuivre? Et pour moi, c'était vraiment un processus très, très intéressant. Une des choses, je reviens à ce thème, mais pour moi, il y avait quelque chose quand j'ai dû penser, d'accord, je veux étudier la question, par exemple, de est-ce que selon la Cour suprême, le Canada a une doctrine de la séparation des pouvoirs? D'habitude, dans mes recherches, j'aurais une façon d'approcher cette question-là. Mais lorsqu'on utilise des méthodes différentes, il faut vraiment reculer un petit peu et dire, d'accord, comment est-ce que je peux utiliser ces méthodes-là pour avoir une réponse à cette question de recherche? Quelle question est-ce que je dois demander pour accéder aux données qui vont pouvoir me donner des questions? Là, c'est une approche différente. Et pour le chercheur, c'est comme le cerveau travaille d'une façon différente. Et j'ai trouvé ça comme très, très stimulant. J'ai aussi fait comme le travail pas mal traditionnel, doctrinal, en même temps, mais d'avoir les deux ensemble, on a l'impression qu'il y a des choses qu'on voit qu'on ne verrait pas autrement. Alors, pour moi, c'était vraiment très, très intéressant de cette perspective-là. OK. Voilà. Alors, avec notre assistante de recherche, Keenan McNeil, j'ai écrit ce chapitre sur la séparation des pouvoirs au Canada. Il faut savoir qu'au Canada, il y a un grand débat sur la question de si cette doctrine-là existe ou non au Canada. Il y a beaucoup de... quel est le mot? Je l'avais écrit. There's a lot of overlap in the functions. Il y a, dans les fonctions des différentes branches de l'État au Canada. Alors, moi, j'ai toujours été sceptique de l'idée qu'on pourrait avoir une doctrine de la séparation des pouvoirs dans une situation où les branches sont tellement liées, où ils partagent des fonctions, etc. Alors, il y a ce grand débat. La moitié des chercheurs qui ont examiné cette question disent qu'il n'y a vraiment pas une doctrine de la séparation des pouvoirs au Canada. Tandis que l'autre moitié dit oui, absolument, nous avons cette doctrine-là.
Alors, d'une façon, vous pouvez voir comment c'est une question empirique. C'est sûr que si on regarde seulement les décisions de la Cour suprême, ce qu'on apprend, c'est seulement ce que la Cour pense de cette question et non ce que l'exécutif et la législature pensent de cette question. Mais alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à examiner cette question de façon empirique. Comme j'ai dit, une des raisons pourquoi j'avais poursuivi cette question, c'est la division qui existe entre les chercheurs au Canada sur la question. Mais aussi, l'autre raison pourquoi on avait poursuivi cette question, c'est que si on regarde les décisions de la Cour des derniers 3 ou 4 ans, on aperçoit que la Cour commence à utiliser ce concept de plus en plus souvent. Alors, j'étais surpris. Moi, je lis presque toutes les décisions de la Cour en droit public. Je voyais, c'est étrange. Après 40 ans de la Charte, on voit que ce terme apparaît de plus en plus souvent. Pourquoi? Et quand la Cour utilise ce terme-là, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'avais en tête que peut-être on voyait plus de références à ce concept parce qu'il y avait des juges de la Cour qui pensaient que la Cour devrait reculer un peu, prendre un rôle moins musculeux, disons, dans les enjeux constitutionnels, et que les références à la séparation des pouvoirs avaient comme but de rétrécir le rôle de la Cour. J'avais cette hypothèse-là parce qu'il y a plus de juges à la Cour suprême ces jours-ci qui, en général, ont cette vision, je dirais, de la Cour. Et que la Cour pourrait invoquer la séparation des pouvoirs pour dire que certains enjeux appartenaient aux branches politiques de l'État et non à la Cour. Alors, on a poursuivi ces questions-là et ce que j'avais conclu, c'est que oui, selon la Cour, nous avons absolument une doctrine de la séparation des pouvoirs au Canada, malgré le fait qu'il y a beaucoup de chevauchements entre les branches en termes de leurs fonctions. D'une façon, pour des gens de l'extérieur, ça serait peut-être une conclusion qui est évidente ou pas peut-être très intéressante, mais pour nous, dans le contexte d'un débat pas mal féroce, si cette doctrine existe, le fait que si on regarde de façon empirique la jurisprudence, ça devient très clair que cette doctrine existe. Je trouve ça très intéressant. Alors, le grand débat, là, bénéficie énormément d'une approche empirique, systémique, je dirais. L'autre chose qui m'a surpris et qui était vraiment... mon hypothèse n'était pas correcte, c'était que la Cour n'invoque pas ce concept seulement pour protéger la juridiction de la législature. Ce qu'on voit dans les données, c'est que la Cour utilise aussi le concept pour défendre sa propre juridiction. Et qu'il y a certains juges qui sont vraiment des leaders en utilisant ce concept-là, qui ont l'habitude de l'invoquer de façon plus fréquente. Puis la dernière chose que j'ai trouvée, c'est que la Cour est plus ou moins d'accord sur le contenu de ce principe, mais qu'il y a souvent des disputes entre les juges sur le thème de comment ce principe devrait s'appliquer dans l'espèce. Alors, j'ai trouvé, et ça c'était aussi très intéressant, que souvent, s'il y avait une dissidence dans une décision qui parlait de la séparation des pouvoirs, la dissidence traitait de comment ce principe appliquait dans les circonstances. Alors, c'est ça. Juste pour conclure, pour dire que, comme j'avais mentionné, pour moi, il y avait quelque chose qui est arrivé quand j'ai approché ces questions de façon empirique au lieu de façon comme traditionnelle, doctrinale. Je dirais, quand j'ai fait les deux ensemble, c'est là que
que quelque chose de vraiment riche est apparu. Si c'était juste l'analyse empirique, je dirais que peut-être ça serait moins intéressant, mais les deux ensemble, je crois que ça a produit quelque chose de très intéressant pour les chercheurs. Ce processus de devoir penser de quelles questions est-ce qu'il faut que je demande au système pour avoir les réponses que je trouve, ça discipline nos pensées comme chercheurs d'une façon intéressante. Je dirais que notre orientation peut-être est différente que quand on fait un travail qui est purement doctrinal. Et juste pour dire que nous avons aussi d'autres chapitres dans le livre sur d'autres thèmes, sur la dissidence, sur le bilinguisme à la Cour suprême, sur les précédents clés en droit public, en droit constitutionnel. Un chapitre sur un outil qui est utilisé présentement par un cabinet privé pour prédire si la Cour va accepter d'entendre un pourvoi. Et aussi un chapitre plus critique qui parle des bénéfices, mais aussi aux risques d'utiliser ces technologies dans un moment où le big data est avec nous. Alors, c'est ça. Et juste pour dire que aussi, j'ai vraiment l'impression que ça a été beaucoup de travail, même pour faire ce petit projet-là, pour arriver à un point où on pourrait vraiment discuter. On savait comment travailler ensemble. On savait comment avoir les réponses qu'on cherchait, mais que je vois vraiment beaucoup de potentiel pour ces types de collaborations-là, non seulement dans des juridictions individuelles, mais aussi d'une façon comparée. Alors oui, j'arrête là. Je crois que j'ai beaucoup parlé plus que j'avais prévu. Merci beaucoup, Vanessa. On va rebondir. Je ne sais pas si certains collègues ont déjà des réflexions à partager. Hein. Il n'y a pas d'ordre dans la parole. Peut-être qu'on peut partir de la méthode et puis après rebondir sur tous les apports que tu as soulignés. Marianne, je te laisse, puisque tu portes la voix de l'empirisme un peu dans le circuit. Comme tu as rappelé, je suis la vieille voix de l'empirisme. Non. Peut-être quand même, Marianne, avant que tu prennes la parole, voilà, il faut avoir conscience que l'empirisme, ce n'est pas si évident en France non plus. Hein, c'est le moins qu'on peut dire. Voilà, et que pour le coup, le CERCLIT, cette maison, UMR CNRS, est vraiment la maison dans laquelle cette manière de travailler et de réfléchir a été quasiment inventée, en quelque sorte. Voilà, donc ici, il y a quand même une tradition de l'empirisme qui n'est pas une vieille tradition, mais une tradition avec un axe de recherche spécifique sur cette méthodologie et qui était à l'origine de l'émergence du mouvement critique sur le droit, justement. Voilà, donc il y a vraiment à Saint-Étienne et au CERCRID une tradition particulière. Voilà, je le dis en préambule, c'est vraiment une problématique qui est dans toutes nos formations depuis le début. Oui, donc c'est vrai que nous faisons de la recherche empirique depuis longtemps à Saint-Étienne, mais que peu de juristes en réalité en font, et pour des raisons souvent bien pratiques, hein, c'est que c'est un énorme travail. Alors peut-être que l'intelligence artificielle va nous aider là-dessus, mais c'est un énorme travail que d'analyser. Alors nous, on s'intéresse plutôt au contentieux, hein, donc justement, il faut faire la distinction entre contentieux et jurisprudence, comment les règles sont mobilisées par les acteurs, que ce soit les justiciables ou les juges. Et donc, on travaille sur des masses, alors des masses qui doivent rester raisonnables, parce que jusque-là, c'était quand même un travail très manuel. Hein, ça fait des années qu'on fait ce genre de choses. Et alors, je vous ai écouté avec grand plaisir. Et puis, je partage beaucoup de vos réflexions, à la fois, je crois, sur l'importance de savoir ce qu'on cherche. Ça, j'en suis extrêmement sensible, hein, parce que souvent, on vient nous demander des conseils sur les analyses empiriques. Oui, mais vous ne cherchez pas. Vous cherchez quoi? Je ne sais pas, je voudrais analyser des décisions de justice, mais je crois que c'est primordial de savoir ce qu'on va chercher. D'abord, pour bien connaître la méthode aussi utilisée entre des méthodes, je veux dire, d'enquête de terrain, comme vous l'avez dit par interview, ou d'enquête d'analyse automatique.
Voilà, c'est pas les mêmes méthodes, c'est pas les mêmes résultats, donc il faut s'interroger sur la méthode qu'on va utiliser et puis s'interroger aussi sur des données qu'on peut déjà avoir, hein, parce qu'on peut avoir aussi des données disponibles par des statistiques qui sont voilà, qui sont offertes et c'est pas la peine d'aller se coltiner des milliers de décisions pour avoir des résultats qu'on a déjà par ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment important d'avoir cette question de recherche, de savoir comment ce qu'on cherche et comment on va le trouver et quelles sont les données effectivement qu'il faut qu'on relève dans les décisions. Je partage aussi votre analyse sur la question, en tout cas sur les questions d'intelligence artificielle et sur l'importance des pouvoirs publics, hein, avec les pouvoirs publics s'intéressent à ces méthodes-là et puis mettent un petit peu leur nez là-dedans. On a des legal tech qui sont privés actuellement. Alors, le ministère de la Justice a essayé de construire ses propres méthodes avec un gros projet, notamment en matière d'indemnisation des dommages corporels, un projet qui s'appelait DataJust, hein, où le ministère de la Justice a récupéré des milliers de décisions en matière d'indemnisation des dommages corporels. Et c'est un fiasco. C'est-à-dire que le projet a été arrêté parce que les informaticiens, les juristes présents dans le projet ont été incapables de… Je ne sais pas trop ce qu'ils cherchaient d'ailleurs, mais ont été incapables d'avoir un résultat. Hein, donc, ils ont abandonné le projet. Les données, tout ce qu'ils avaient… Ça, c'est très, très dur pour nous. Les données qui ont été recueillies, qui ont été analysées manuellement, informatiquement, alors, on nous dit, le ministère de la Justice nous a dit qu'elles avaient été jetées. Je pense que non, ils ne les ont pas jetées, mais en tout cas, elles ne seront pas accessibles au grand public, nos chercheurs, donc ce qui est quand même très, très frustrant. Parce qu'on a bien aimé quand même travailler sur ces données. Moi, je me suis interrogée en lisant votre papier et notamment votre chapitre. J'ai eu l'impression dans l'introduction que vous utilisiez beaucoup l'intelligence artificielle pour extraire des données. Et j'ai pas l'impression en lisant votre papier que c'était les méthodes que vous aviez utilisées ou finalement c'était plutôt un travail manuel. Oui, alors, et en effet, un de nos grands défis, en effet, c'est de savoir, ça a été de savoir comment décrire ce qu'on fait dans ce projet-là. Et je dirais qu'au début, on disait vraiment, we are using big data or legal data analytics to study the Supreme Court. Mais ce qui est arrivé, c'est que dans le cours du projet, c'est devenu évident qu'en effet, on utilisait des différentes méthodes. Il y en avait des aspects. Alors, il y a des aspects et ce chapitre-là, il faut que j'apporte des révisions sur ce sujet, exactement ce sujet, parce qu'il y a des aspects qui viennent de la base de données, mais il y a aussi des aspects où le coding était plutôt manuel. Alors, l'évolution du projet, c'est qu'au début, on disait « we're using big data ». L'idée étant qu'on utilisait tous la base de données dans la même façon. Et maintenant, on dit plutôt que nous utilisons des méthodes empiriques. Il y en a qui utilisent vraiment les méthodes les plus innovatives du big data, mais il y en a aussi qui sont comme moitié doctrinales. Ils utilisent un petit peu la base de données, mais aussi du travail, du hand coding. Et on a décidé que en effet, il y a une valeur en pouvoir démontrer à des gens qui ne font pas ce type de travail-là, comment, et ça c'est mon collègue Wolfgang qui m'a convaincu avec tout ça parce que à un certain point, on se disait, OK, qu'est-ce qu'on fait ici? Comme on fait toutes sortes de choses différentes, est-ce que c'est un problème? Et que Wolfgang, son point était vraiment, il y a toutes sortes de façons d'intégrer une approche empirique dans la recherche doctrinale. Et que, en effet, ça fait du bien de démontrer qu'il y a toutes sortes de façons. On peut faire ça on peut regarder une grande base de données, utiliser l'intelligence artificielle pour regarder toutes sortes de données à la fois, mais aussi on peut utiliser les méthodes empiriques d'une façon plus simple, mais aussi comme moi, à la fin du jour, c'est plutôt comme une approche systémique, on dirait, peut-être empirique.
c'est pas legal data mining. C'est pas assez that plus accurate. Mais que même cette approche-là, même si c'est juste un petit peu d'empiricisme, qu'il y a quand même une valeur pour les chercheurs. Alors, le projet final, ça va vraiment démontrer, on dirait, des différents different degrees, des différents degrés d'utilisation de ces techniques-là. Alors, dans notre introduction, on travaille encore sur comment exactement expliquer tout ça. Parce que l'idée, c'est un défi. D'une façon, si on peut utiliser ces méthodes-là de plusieurs façons ou juste on peut emprunter juste un peu pour donner de la rigueur au travail doctrinal, on dirait qu'il y a, ça ajoute quelque chose. Mais en même temps, il faut aussi être confiant qu'on utilise ces méthodes-là de la bonne façon et qu'on retire des conclusions qui peuvent être supportées par les données. Et là, c'est un grand défi. Pour nous, c'est le défi le plus large. C'est de savoir, if you're using text as data, c'est qu'on est à l'intérieur des décisions et on essaye de retirer des leçons sur les décisions de cette façon-là. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Parce que dans ce contexte-là, c'est pas une analyse statistique. Alors, il faut être, et moi encore, c'est un projet en cours. J'ai dû consulter avec quelqu'un qui fait de la statistique pour me dire, OK, il y a des places ici où, oui, toutes mes conclusions sont bien supportées par les méthodes, mais aussi, il y avait quelques places là comme où j'avais conclu des choses où c'est possible que c'est un des conclusions qu'on pourrait prendre, mais il faudrait plus de recherche pour pouvoir conclure absolument. Donner une explication surtout pour pourquoi le cours fait ce qu'il fait. Alors, c'est là où le travail d'équipe devient très important et avoir des gens qui connaissent tous ces aspects-là. Oui, alors, c'est une longue réponse, mais c'est ce qui... On parle beaucoup de tout ça. C'est ce qui nous stresse, en effet, à ce point dans le projet. C'est de savoir, OK, on sait qu'on a de bonnes questions, on sait qu'on a ces méthodes qui peuvent nous aider, on a des conclusions, mais est-ce qu'on est sûr qu'on peut tirer toutes ces conclusions-là des bases de données? Mais c'est la posture du chercheur, hein, de valider, de chercher à valider les résultats qu'il a par ailleurs. Et je crois que, vous le montrez aussi dans votre article, hein, ce va-et-vient qu'on doit avoir entre les données qui sont disponibles, mais aussi un contrôle qui doit être manuel, de réflexion, du raisonnement, qui se fait que par une intervention de l'humain. Hein, et nous, dans tous les tests qu'on a menés sur moi, je ne suis pas du tout publiciste, je voulais le préciser, je suis civiliste, mais on a fait des tests sur des montants de prestations compensatoires ou de pensions alimentaires. Pour l'instant, on ne peut pas se passer de l'humain. On est obligé de contrôler et de vérifier. Et puis, pour participer à cette discussion, il faut peut-être aussi se poser la question de la validation par le juge lui-même. Moi, j'ai une anecdote où, alors c'était de la petite démarche empirique, mais sur des arrêts du Conseil d'État français, où j'avais travaillé sur une centaine d'arrêts de sous-sections réunis, où il y avait, en termes de rapport en droit juridique, c'est ma spécialité, une expression qui était beaucoup employée par les sous-sections réunies dans plusieurs arrêts, une centaine, c'était beaucoup, et où j'avais parlé au président de la section de contention en lui disant, mais j'observe que ce que vos sous-sections réunies disent, c'est pas ce que dit la section du contentieux ou l'Assemblée générale. Et est-ce que c'est la position du Conseil d'État? Je me rappelle, c'était la Betoul à l'époque, il m'a dit, ah mais non, pas du tout. Il avait lu, il n'avait même pas validé ce que les sous-sections réunies disaient. Il avait dit, mais
qu'est-ce que c'est que ça? Donc lui-même n'était pas conscient réellement de ce que certaines sous-sections réunies disaient. Il y avait 2 ou 3 mots qui laissaient penser la supériorité du droit constitutionnel sur le droit de l'Union européenne, ce qui est évidemment précisément ce que le juge administratif ne voulait pas dire. Et donc le juge, le chef de la juridiction, a dit non, mais ça, je ne valide pas, alors que sans décision, employer les mêmes mots et les mêmes expressions. Donc c'était intéressant parce que sur une démarche empirique stricte, on aurait dit, bah, désolé, c'est ça la jurisprudence du Conseil d'État, alors que quand on connaît le fonctionnement de la juridiction administrative… Oui, ça dépend ce que tu cherches. Si ta question, c'est de savoir si tes sous-sections suivent la position du Conseil d'État, la réponse est non. Si c'est la jurisprudence… C'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense que les sous-sections suivent évidemment la jurisprudence du Conseil d'État, parce qu'on ne pose pas, mais ne se rendaient pas compte. Donc, mais c'est pour dire, pour aller dans le sens de ce que vous dites, c'est que il y a un moment, ce que peut faire sortir la base de données peut ne pas être juste au fond. Voilà, ça peut être strictement juste du point de vue on va dire, voilà. Oui, vraiment pas ce que… Voilà. Donc, il faut faire attention à cette dimension. Et en effet, quand j'ai fait la validation des données, je regardais juste en premier, OK, dans combien de décisions est-ce que la Cour utilise ce concept-là? J'ai regardé toutes les décisions individuellement et j'ai dû exclure 3 décisions où la Cour utilisait le terme séparation de pouvoir, où ce qu'il voulait dire était la division des compétences entre le fédéral et le provincial. Et très différent. Oui, très, très différent. Et, mais il a fallu que moi, je regarde les décisions et que je fais un jugement, là, que est-ce que ces références-là sont vraiment au concept que moi j'étudie ou non. Et oui, alors, et aussi, juste de comprendre les limitations même de cette approche-là. C'est la décision le plus important sur c'est une des décisions la plus importante sur la séparation des pouvoirs au Canada ne fait pas référence à ce terme-là. C'est une des plus grandes discussions. Ils n'utilisent pas le concept du tout. Ils ne le nomment pas. Alors, c'est aussi de pouvoir comme encadrer l'étude pour dire c'est sûr que mon approche ne peut pas capturer tout le phénomène, même dans la cour, mais au moins dans le contexte où on a un grand débat sur la question de si ce concept existe, peut-être qu'une approche empirique pourrait nous aider un petit peu dans cette discussion. Mais c'est sûr que non, c'est très, très stressant de pouvoir… Mais du coup, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que précisément, vous dites bien, moi, je n'abandonne pas la méthode doctrinale. Oui. On qualifierait de dogmatico-doctrinale chez nous. C'est ça. Indispensable. Oui, c'est indispensable. Oui, voilà. On a ce point commun. C'est indispensable de ne pas l'abandonner, de manière quand même à ne pas faire une confiance absolue à ce que les données traduisent, en quelque sorte. Mais là, vous êtes d'accord sur cette chose. Oui, c'est une espace difficile d'habiter là, où on fait les deux, parce que les empiricistes, les purs, ont des idées sur la doctrine et l'inverse aussi. Alors, qu'on essaye de faire les deux ensemble et on est vraiment plus experts dans un que de l'autre, c'est un défi. Un défi qu'on retrouve chez nous. Oui, d'ailleurs. Non, je suis très réconfortée. Par exemple, et Marianne doit s'en souvenir, ici, on a pu avoir une grande discussion, la fameuse distinction contentieuse jurisprudence ici, c'était quand même l'objet de grand débat, mais je me souviens très bien que nous, les publicistes, on avait tendance à dire que notre Cour suprême, le Conseil d'État, à dire, nous, ces arrêts nous apparaissent comme étant importants. Alors là, les spécialistes de l'empirisme nous disaient, mais au nom de quoi est-ce que vous identifiez tel arrêt comme étant important et comme faisant jurisprudence? Parce que précisément, là, il y avait un débat, on avait cette tendance à être en capacité ou à estimer qu'on fait la décision dont vous parlez, qui ne parle pas de séparation des pouvoirs, qui en réalité est très importante. Et nous, c'est vrai qu'en droit public, on a tendance quand même à identifier les grands arrêts. C'est d'ailleurs notre ADN. On identifie les grands arrêts. C'est le cas dans la jurisprudence. Je trouve que c'est un peu moins vrai, moi, avec la colocasse. Non, mais parce que les masses ne sont pas les mêmes. Donc on peut pas. On les identifie moins.
je pense qu'il y a une question de volume de décision et puis de façon des juges administratifs de respecter ce qui vient d'en haut, que n'ont pas forcément les juges judiciaires. Donc, nous, sur ces grands arrêts, eh bien, on identifie, on considère que la jurisprudence, c'est ce que dit le grand arrêt. Alors, évidemment, du point de vue de l'empirisme, Oui, c'est quand même un grand écart. Là. Oui. Non, c'est une question très intéressante. Moi, j'ai simplement sur les quelques observations, puis après sur les éléments de méthode. Nous, effectivement, on a un problème en droit public avec l'empirisme, beaucoup plus que chez les privatistes. On ne peut pas dire que ce soit quand même une méthode qui soit fortement mobilisée par les psychologues. Bah, il y a ton docteur, Thibault Laroto, quand même, qui a fait un travail empirique absolument considérable. Moi, dans les thèses que je dirige, il y a toujours une part d'empirisme. Sarah Tabani aussi, mais parce que c'est voilà, mais c'est quand même pas. Je connais celle que j'ai lue pour l'instant, celle de type, je la cite, pas exclusive. Mais simplement, de plus en plus, on a quand même, nous, à intégrer de l'empirisme lorsqu'on fait une analyse politique des décisions de justice. Par exemple, la doctrine aura tendance, dès lors que le juge utilise un peu des grands mots, des grands concepts, des grands termes, à survaloriser la place d'une jurisprudence. Alors que pour le juge administratif, lorsqu'il va prendre la décision concerne le Conseil d'État, si c'est une décision d'Assemblée, il a conscience de l'importance, mais pas forcément pour les mêmes raisons que la doctrine va découvrir. Alors, pour avoir travaillé sur un certain nombre de grands arrêts dits politiques, comme le célèbre de Morsan-sur-Orge de 1995, porté sur la possibilité de lancer des nains, qui est une pratique anglo-saxonne qui est encore tolérée en Australie, et qui a été exclue chez nous au nom de la dignité. D'ailleurs, donc il y a une vision même absolue, c'est-à-dire qu'on peut avoir une interdiction générale et absolue de certaines pratiques sur ce fondement-là. Nous, on a eu tout un débat philosophique, la doctrine presque là-dessus, de philosophie juridique sur la mobilisation de tels concepts. Et lorsque l'on discute, pour avoir fait une analyse justement d'enquête, d'interview, de la fréquence de la mobilisation de ce terme de façon très détaillée, de façon exhaustive, il est évident que pour le juge administratif, les suprêmes, les enjeux étaient sans doute un peu ailleurs qu'un grand débat philosophique. Et notamment de positionnement institutionnel et justement, puisque ça rejoint la séparation des pouvoirs, sur les liens qu'il peut y avoir avec justement le positionnement du législateur, de l'exécutif et des autres juridictions. C'est moins un problème pour vous, puisque nous, on a 3 cours suprêmes. Le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation et le Conseil d'État. Et n'oubliez pas qu'on a aussi la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, non, mais en niveau interne, en tout cas déjà entre 3. Mais alors, en Morsan-sur-Orge, ce n'est pas anodin de dire ça. La dimension non, mais c'est dans le lien. Enfin, dans le commentaire, tu le diras, c'est évidemment évoqué toutes ces questions européennes et internationales, puisque c'est de positionnement vis-à-vis de ce qu'un certain nombre d'apports du droit européen on peut apporter. Mais pour revenir sur la méthode, c'est simplement une question de source, parce que je ne suis pas un spécialiste de l'analyse et de la méthode empirique. Sur les sources, après avoir lu vos textes, il y a 2 sources qui m'ont... C'est juste pour savoir si elles existent. Est-ce qu'il y a un rapport annuel déjà de la Cour suprême du Canada, au-delà de ce que j'ai lu rapidement, à l'instant que ça m'est vu comme ça, du fonctionnement de la Cour? Parce que quand on regarde par exemple le rapport annuel de la Cour suprême britannique, qui est extrêmement complet, qui est un de ce que produit, à mon avis, de plus complet parmi les juridictions suprêmes, on a des statistiques extrêmement abouties sur le type, les procédures d'admission de l'appel, les catégories de jurisprudence qui sont concernées. Alors, en termes de volume de ce qui est admis en appel, c'est tout à fait similaire à la Cour suprême du Canada. Donc là, la comparaison montrait une évolution des chiffres tout à fait similaire. Et justement, l'apport quantitatif, notamment en 2021-2022, où on a eu un gouvernement quand même qui a été spécialiste dans l'atteinte aux règles du droit, on se rend compte que la Cour suprême a rendu très peu d'arrêts. Donc, c'est assez particulier. Donc, évidemment, le quantitatif que l'analyse empirique peut conduire à valoriser doit être aussi relativisé par rapport à des grandes jurisprudences qui peuvent apparaître dans l'année, par exemple. Donc, je voulais savoir si le rapport annuel de la Cour suprême canadienne peut être une source très complète. Pour revenir à ce que disait Marianne, parfois il n'y a pas besoin d'aller très loin pour trouver des sources. Et eux-mêmes travaillent beaucoup sur les statistiques. Et là, j'en reviens quand même sur le Conseil d'État français. L'obsession du président de la section du contentieux, c'est le volume des affaires. Et le fait de réduire ce volume des affaires, c'est pas de savoir combien de grands arrêts vont être rendus dans l'année, il n'y a rien à faire de ça.
fondamentalement. Ouais. Bon, il y a un positionnement politique éventuellement ou institutionnel, comme je le rappelais tout à l'heure, mais d'abord, son travail quotidien, c'est de sortir les décisions de justice. Oui. Et donc, je voulais savoir s'il y avait quand même un peu ce rapport annuel qui peut être une base pour vous. Et autre base, ce qu'on appelle nous maintenant la doctrine organique. Finalement, on évoque beaucoup des opinions dissidentes. Vous l'évoquiez au début de votre intervention, à savoir qu'on va essayer de déterminer si l'orientation politique de tel juge se ressent dans ses décisions, ses opinions. Mais à côté, ils prennent la parole, je vous le dis rapidement aussi. Est-ce que là aussi, ça permet d'établir peut-être un peu plus précisément une doctrine de la séparation des pouvoirs? Donc déjà, sur ces bases-là, est-ce que vous les mobilisez dans ce que vous avez mis en commun, dans les orientations que vous avez envisagées, ou vraiment vous êtes que sur le big data? Ok, d'accord. Juste pour commencer avec le point que vous avez offert sur on demande aux juges, on les interviewe et on voit que parfois l'analyse, ce qu'ils avaient en tête est complètement différent de ce que nous on retire de la jurisprudence. Pour moi, ça c'est aussi une des raisons pourquoi ces études sont tellement riches, c'est que ça nous offre parfois de différentes histoires à propos de ce qui fait la Cour. Parce que je dirais que souvent dans le monde common law, on ne réalise pas à tel point que c'est nous, à l'extérieur, les lecteurs, qui créent l'histoire de ce qui fait la Cour et qu'on le fait d'une façon méthodologique qui est vraiment implicite. C'est juste ce qu'on fait. On a notre méthode doctrinale et on développe l'histoire de cette partie de cet aspect du droit ou de ces 5 décisions. On a des histoires qu'on crée et qui deviennent vraiment des histoires communes dans la communauté, parmi les chercheurs. On a comme une compréhension collective parfois. Et ce type de recherche peut, je dirais, si c'est des interviews, mais aussi c'est juste du travail comme quantitatif. Parfois, et c'est ce qui m'a fait apprendre Wolfgang, c'est vraiment que parfois on regarde les données et les données ne supportent pas l'histoire. Alors, si les données ne supportent pas l'histoire, il faut avoir une autre histoire. Si les interviews ne supportent pas l'histoire, il faut avoir une autre histoire. Et parfois, je dirais même pour la Cour, un des phénomènes que nous, on voit dans les décisions de la Cour suprême, c'est parfois que l'histoire évolue. Alors, l'histoire a commencé dans une place, puis après un bout de temps, on ne veut pas. They don't want to overrule cases. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils décrivent une décision d'une façon différente, parfois d'une façon qui est très, très difficile à soutenir, mais et comme ça, le précédent, ça continue d'être un précédent important, mais l'histoire a changé. Alors, tout ça, pour moi, ça reflète la complexité, l'aspect social de ce que nous faisons comme chercheurs en common law, en droit public, comment ces histoires-là sont créées. Ils ont du pouvoir qui est vraiment parfois indépendant de ce qui se trouve dans le texte et parfois indépendant de ce que les juges, eux, ils avaient en tête. Alors, pour moi, ça, c'est comme très riche et très difficile pour nous comme chercheurs de devoir confronter cette réalité. Et puis, juste très brièvement sur s'il y a un rapport annuel, oui, la Cour a un rapport annuel qui contient des données, des statistiques très simples. Et nous, une des choses qu'on aimerait faire, en effet, avec ce projet, c'est qu'on aimerait pouvoir, disons, la Cour, le rapport annuel sort en janvier, qu'en mars, nous, on fait notre propre rapport qui contient comme 10 fois les données qui peuvent vraiment aller plus profond. Parce que je crois que la Cour, maintenant, n'a pas vraiment la capacité de faire beaucoup de choses et donne des
J'ai vu le site, c'est assez artisanal quand même. Oui, oui. Donc, présentation, c'est pas très accessible. On voit pas que c'est tourné sur le public. Oui, 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 Il n'y a pas de exactement. volonté Ouais. de communiquer. Nous, ce qui est frappant, en tout cas pour les juridictions européennes, c'est que le juge est pris dans son coin. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de communication, Oui, de absolument. transparence, entre guillemets, Oui, qui est et assez nette, c'est sans doute. qui facilite évidemment le travail sur les Oui, oui, et c'est une priorité pour le cours, en effet. C'est une des façons dans lesquelles le cours essaie de s'approcher à la grande public, c'est de pouvoir produire ce rapport-là. Ce qui serait intéressant, ça serait si la grande public pourrait avoir beaucoup plus de données, non seulement sur la cour, mais sur les juges individuels, sur parce que vous prenez le rapport de la Cour suprême britannique, il y a toutes les déclarations d'intérêt des juges dans le rapport, de tout ce qu'ils ont fait dans l'année, de tout leur discours, ça serait très intéressant. de leur formation. Oui. Oui. Et de savoir la problématique de la personnalisation des juges. Oui. Nous, on l'a vu par exemple sur les décisions Dieudonné ou les décisions liées au Covid au Conseil d'État où des juges ont été identifiés et donc calomniés, diffamés, etc., jusqu'à même des propos antisémites, etc., sur certains juges. Donc moi, je suis absolument contre l'identification des juges. On sait très bien qui sont les juges à la Cour suprême. Il faut absolument qu'ils soient cachés derrière leur institution, sinon on entre dans une individualisation, d'ailleurs, ce qui est l'un des risques. Je vais devant tel juge parce qu'il est plus sympa en termes de juge d'affaires familiales, juge d'instruction. Et donc, sur ces juges à dimension politique que sont les juges des cours suprêmes, je pense qu'il faut faire très attention parce que. C'est très intéressant. Il y a attention. Il se trouve qu'au Royaume-Uni, il n'y a pas de dimension politique au juge de la Cour suprême. Oui, mais dans l'application française, on a vu ce qui s'est passé avec le président Stirn, par exemple, qui a, sous prétexte qu'il avait simplement rendu une décision de référé, était l'objet d'attaques absolument calomnieuses, antisémites, etc. Donc, et on voit aussi qu'au Conseil constitutionnel, il peut y avoir certains juges qui sont parfois très visés. Moi, je pense qu'il faut quand même que les juges soient un peu cachés. La France a interdit les analyses sur les magistrats. Moi, je trouve ça très, très intéressant. Comme. Non, mais on fait des économies. Oui. Excellent. Il n'y a plus d'ordinateur. C'est la batterie. Non, c'est juste. C'est très intéressant. Non, juste que cet aspect-là. Oui, non, j'oublie. Après, il n'y a pas la même culture. Sur l'individualisation des juges. J'ai trouvé, oui. Au niveau d'un politique, c'est très intéressant même si c'était comme une attente informelle où on s'inquiétait de la personnalisation de ces affaires-là, le fait qu'il y a eu il y a eu comme une politique publique qu'on ne peut pas, ou une règle qui dit qu'on ne peut pas faire ça du tout, je trouve ça comme très, très intéressant et peut-être un défi pour la liberté académique. Et puis pour l'indépendance du juge, parce que dans quelle mesure le juge qui est identifié comme étant celui qui rend tel type de décision ne va-t-il pas être influencé par cela dans son processus décisionnel ultérieur? Et donc, voilà, il faut être indépendant vis-à-vis de l'opinion publique, vis-à-vis des avocats, vis-à-vis aussi du ministère de la Justice. Enfin, il y a des enjeux là. Dans les commentaires des juges de la Cour suprême, où ils ont dit je ne crois pas que c'est possible qu'un programme, un ordinateur, un algorithme pourrait prédire mes décisions. Ce scepticisme-là, en dessous de ça, il y a aussi, je dirais, un peur que peut-être qu'on peut prédire mes décisions. C'est surtout qu'elles soient plus objectives. Est-ce que le justiciable ne va pas s'en remettre effectivement à des juges machines qui vont, en fonction des données qui sont rentrées, rendre finalement un jugement plus objectif, qui sera indépendant des considérations politiques. Je vais vous donner un exemple concret de ce que je connais, parce que moi, la jurisprudence que je connais bien, c'est celle du Royaume-Uni. La Cour suprême du Royaume-Uni, quand vous avez entendu parler, j'imagine, des jurisprudences sur la prorogation du Parlement, absolument. Boris Johnson a renvoyé les parlementaires pour 5 semaines, la Cour suprême a dit, bon, en fait, c'est nul et non avenu, ça a été frappé d'inexistence.
Mais il y a quelques mois avant, c'est-à-dire à l'époque où Theresa May était première ministre, la doctrine, et on échangeait déjà, moi je me souviens avoir échangé avec certains collègues, sur cette possibilité-là, bon écoutez, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur le type de sortie que vous voulez avec l'Union européenne, eh bien, on va vous mettre entre parenthèses, on va déjà finir de négocier, puis vous reviendrez effectivement discuter de ce qu'on avait voulu, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Et l'idée de prorogation avait été évoquée, et quand on regardait, c'est un peu l'histoire que vous évoquiez, que construit la doctrine, ça ne posait pas de problème dans l'absolu. Et c'est finalement le contexte politique, la composition particulière de la Cour suprême, présidée par Lady Hale, très pro-européenne, etc., qui a conduit à une décision tout à fait inédite sur sa forme, sur la mobilisation et le principe qui sont évoqués, le rule of law. Cette décision est assez incroyable quand même, même si le résultat est d'un point de vue démocratique satisfaisant. Mais quand même, c'est tout à fait particulier. Absolument. En fait, aucun algorithme n'aurait pu le prévoir. L'algorithme, il aurait dit la prorogation est constitutionnelle. Voilà ce qu'il aurait répondu. Mais objectivement, d'ailleurs, on était un certain nombre à dire dans l'absolu, ce type de sujet ne posait pas de problème. D'accord, c'est assez long, mais bon, des manipulations politiques de la prorogation, il suffisait de retourner à John Major pour savoir qu'il y en avait eu. Ça n'avait même pas été évoqué la possibilité de faire un recours, et qu'il y a donc bien un contexte très particulier de l'époque qui a conduit à une décision très particulière, qui rend sans doute cette décision assez subjective. L'algorithme ne risque pas de prévoir le revirement du jurisprudence. Ben voilà, c'est ça. Et la découverte de nouveaux principes. Parce que là tu parles d'une décision très idoine, un très particulier, mais pour ouvrir le débat, il ne peut pas savoir le revirement du jurisprudence. Déjà, ça. Oui, mais les juges n'aiment pas dire revirement du jurisprudence. Il y a aussi. L'autre, ça n'existe jamais. Il y a aussi des contextes où il y a de la recherche qui se fait maintenant au Canada sur les tribunaux administratifs dans le domaine de l'immigration, où il y a un grand nombre de décisions chaque année. Ce sont des décisions avec un format fixe, c'est vraiment oui, non. Oui. Et ce qu'on trouve, c'est que parmi ceux qui prennent la décision, il y a une énorme différence. Et en fait, il y a de la preuve, on dirait, de la racisme dans ces décisions-là. Et les différences sont énormes, ne peuvent pas être expliquées autrement que par... Alors là, du coup, il y a une question qui se pose, ils n'ont pas un cadre quand même sur le degré d'appréciation qu'ils peuvent avoir des cas. Par exemple, en France, c'est pareil. Ouais, mais enfin, en France, c'est pareil. Quand tu regardes les visas, moi je me souviens quand j'avais bossé sur une juridiction le Conseil d'État était compétent sur les visas à l'époque, donc le titre de séjour. On regarde les dossiers, il y a des choses qui sont effectivement très, très, très tristes. Alors on se dit, ah oui, non, celui-là, il faut l'accorder, etc. Moi, je me suis fait engueuler. Je suis tapé sur les doigts. Non. Au-delà du Conseil d'État, il y a une étude qui a été publiée en France il y a 4-5 ans sur ces biais parmi les juges administratifs en matière d'étrangers et où on a identifié nommément les juges devant qui l'étranger n'a aucune chance. Oui, c'est ça. Donc là, il y a une étude qui est sortie sur ça, et au-delà du Conseil d'État. Et c'est le problème du juge unique, en fait. Et c'est aussi ça, il y a une différence culturelle quand même. C'est pour ça qu'on a moins peur d'identifier des hommes et des femmes en tant que juges dans les pays anglo-saxons, parce qu'il y a une dimension le juge, votre honneur, etc. C'est la dimension personnalisée du juge. Chez nous, pas du tout. Chez nous, c'est la collégialité qui reste le principe. Et l'inconvénient du juge unique, c'est précisément que son impartialité subjective peut jouer. Et donc, dans le juge de la reconduite à la frontière, pour aller exactement dans le sens de ce que dit Marilyn, on voyait dans les tribunaux administratifs, première instance, des différences colossales entre tel juge unique et tel autre, parce que là, c'était le fort intérieur, effectivement, qui inconsciemment, bien entendu, s'appliquait. Donc, la collégialité est un remède quand même à cette problématique. Mais certains chefs de juridiction étaient très contents de voir cet article sortir et de prendre ainsi conscience de ce qui se passait dans certaines chambres de la juridiction dont ils n'avaient pas connaissance sans cette analyse des données. C'est aussi ça, c'est difficile de prédire, je dirais, comment ces types d'études pourraient aider ou non. Parce qu'on voit comment ces études-là pourraient soulever toutes sortes de problèmes avec les juges. Est-ce que les juges commencent à agir différemment à cause des données? On dirait, on veut pas ça, mais dans ces circonstances-là, on veut qu'il y ait des juges que si on n'a jamais la chance, s'ils n'appliquent pas les critères
d'une façon objective, on veut qu'ils changent leur comportement. Alors, c'est aussi, il y a comme la question de comment on fait ces recherches-là avec de la crédibilité, mais il y a tout autre de chercheurs qui s'intéressent maintenant à ce qui se passe lorsque nous avons ces études-là qui sont publiques. On peut évaluer le juge ou les gens qui prennent les décisions. Et parfois, ça démontre qu'il y a des problèmes. Mais aussi, c'est juste, oui, de savoir comment les juges sont influencés par ces données. On ne sait vraiment pas. Comment ça peut changer donc leur indépendance. Parce que l'indépendance, c'est pas que l'indépendance vis-à-vis des autres pouvoirs. L'indépendance, c'est la capacité de juger par soi-même sans être d'une manière ou d'une autre influencé par quelques données que ce soit. Je pense qu'au Canada, sur les comme aux États-Unis, il y a le nom du juge devant son pupitre quand il se prononce. En France, jamais. C'est intéressant. Chez nous, jamais on ne connaît le nom du juge. Même en référé, on peut le savoir quand on est un bon avocat. Il n'y a jamais le nom du juge qui est écrit dedans. Alors, c'est donc c'est significatif. Voilà. Et c'est quelque chose auquel on fait très attention. Alors après, les avocats peuvent savoir, connaître, etc. Et d'ailleurs, considérer que tel juge est plus magnanime que tel autre, etc. La part de juge d'instruction dont on connaît le nom quand on entre dans le cabinet, pour les juridictions de jugement, il n'y a jamais le nom des juges, alors que chez vous, les noms sont là. Donc ça dit des choses. Oui, je suis d'accord. d'accord. Oui, non, mais il y a déjà un certain nombre de questions que j'avais qui ont reçu des réponses, mais je me disais justement que c'est un outil incroyable pour les avocats qui pourraient comparer par exemple les décisions rendues, si on reprend l'exemple de l'immigration, mais il peut y en avoir d'autres certainement, dans différentes cours d'appel provinciales. Pour les comparer entre elles, quelle cour d'appel provinciale est plus magnanime en matière d'immigration, devant quelle cour d'appel provinciale ça passe jamais. Et là, se dire, bah, si ça passe jamais, s'il y a 80% de refus, alors qu'il y a 50% d'admission ailleurs, c'est qu'il y a forcément une part où les textes ne sont pas respectés, où le droit n'est pas respecté. Non, une part où l'interprétation n'est pas la même. C'est jamais un non-respect du droit, c'est la même éthique juridique, ça. On sait très bien que le droit laisse la place à l'interprétation, et quand on veut savoir si on peut reconduire à la frontière quelqu'un ou pas, s'il est dangereux pour le territoire national ou s'il ne l'est pas, ça c'est l'interprétation, c'est pas une question de texte. Quand on veut savoir si quelqu'un a une vie familiale normale ou pas, c'est de l'interprétation. Est-ce que tu as une vie familiale normale, c'est pas d'enfant, tu as des neveux. Voilà, donc c'est pas contre les games, hein, c'est toujours lié à ce que pour les juges, c'est un peu particulier dans la mesure où justement le juge, c'est ce que j'avais fait, on m'avait dit que tu n'as pas à interpréter justement ce qu'il y a eu familial normal, c'est l'administration. Mais toi tu parles des bizarres, moi je parlais de la production frontière qui est précisément un espace, et la Cour européenne des droits de l'homme le sait aussi pertinemment, qui laisse beaucoup de marge de manœuvre au juge. Donc c'est pas contre le texte là. Mais ça peut être des critères non légaux, parce que nous on l'a vu dans les prestations compensatoires, où le texte dit expressément que la faute dans le divorce ne doit pas jouer pour l'évaluation du montant, et l'analyse des décisions montre que voilà, les montants, quand on est sur un divorce pour faute, auteur exclusif, les montants de prestations compensatoires sont plus importants. Donc, et là, on est vraiment contre les games. Est-ce que du coup, on fait une sanction pénale? J'allais dire, juste pour répondre à Nicolas, pour dire que on avait beaucoup pensé à comment ces outils, au début du projet, comment ces outils pourraient être utilisés par les avocats. On avait de grands rêves. On a dû être un petit peu plus modeste à la fin parce que c'était vraiment beaucoup de travail pour juste mettre sur pied l'essentiel. Mais on avait comme en tête, juste pour donner un exemple, qu'on pourrait utiliser ces bases de données pour essayer de retirer de l'information sur les types d'arguments que le cours est is more likely to accept. Alors, on avait en tête qu'il y a les avocats qui représentent souvent des organisations qui font du travail pro bono, par exemple, que souvent, ils n'ont pas beaucoup de ressources et ils représentent des groupes qui ont parfois they have important constitutional claims that they're making. Et on avait l'idée de créer comme un manuel que les avocats pourraient utiliser pour
to increase the likelihood that their arguments would be accepted. That, you know, you look at, let's say, the equality jurisprudence, and il y a un certain type d'argument qui a beaucoup de succès, tandis qu'il y en a d'autres, si tu amènes ton, comment on dit un claim? Ta demande. La requête. Une requête d'une certaine façon, tu ne vas jamais avoir de succès. Et on avait en tête que ça pourrait vraiment comme donner du pouvoir à ces avocats-là qui travaillent sur ces grands dossiers. C'est juste, maintenant, c'est comme beaucoup trop de travail et je ne suis même pas sûre si on pourrait dire d'une façon précise qu'il y a des types d'arguments qui sont comme Mais par rapport, parce que là sur le pro bono, je comprends la position, aider les avocats qui font du pro bono, pourquoi pas, sachant qu'il y a des grands cabinets d'avocats qui font du pro bono, donc on les aide aussi. Oui, c'est ça. Oui, mais il y a comme au Canada, il y a vraiment une tradition, il y a une tension là avec les grands cabinets privés qui font du pro bono pour leur réputation professionnelle, mais qui sont parfois très très loin des personnes qui représentent. Il y a vraiment maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de litiges qui commencent vraiment avec la communauté, représentée par des avocats qui ont des liens avec la communauté. Je ne sais pas, juste très brièvement, mais c'est un point très important. Je ne sais pas si vous savez ça déjà, mais aux États-Unis, il y a eu 2 grands cabinets privés qui ont mené la litige pour le mariage, the same-sex marriage cases. Et il y a eu comme, c'était très, très controversé à la fin, qu'il y a eu une victoire énorme, mais il y avait beaucoup dans les communautés, les organisations qui ont travaillé pour des trentaines d'ans sur ces enjeux-là, qui pensaient que la stratégie que ces cabinets ont adoptée dans ces dossiers, ils ont eu du succès, mais il y avait beaucoup de personnes qui avaient peur qu'il y aurait un backlash ou d'autres. Alors, il y a au Canada juste beaucoup d'organisations qui veulent mener les litiges comme ça dans ces domaines-là, pensant non seulement de ce dossier-là, mais la plus grande mouvement et comment accéder à la justice pour des groupes d'une façon plus holistique, on dirait. Oui, holistique, bien sûr, plus complète. Alors, d'accord pour ça, j'entends, mais par rapport à la remarque, en admettant par exemple qu'on puisse voir grâce à ces bases de données que telle juridiction d'appel est beaucoup plus méchante que telle autre juridiction d'appel. Whatever, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que pour l'avocat, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Et c'est pour ça que dans le grand débat sur ces gros cabinets d'avocats qui ont accès à des legal tech, etc., mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire que c'est bien sympa, mais on ne choisit pas sa juridiction. Moi, en tant qu'avocat, je suis par ailleurs, je ne choisis pas la juridiction devant laquelle je vais. Je ne choisis pas le juge devant lequel je vais. Alors, le seul intérêt, c'est de pouvoir dire au client, de pouvoir un peu ronronner là-dessus, non, il ne faut pas deviner, c'est la vérité. Voilà. Donc, le seul intérêt, c'est de dire, ce juge, je le connais. Et donc, c'est faire malin, en gros. Je le connais, voilà le type de décision qu'il a. Mais à part ça, on ne choisit pas son juge, on ne choisit pas sa juridiction. Donc, je ne vois pas bien ce qu'on peut en tirer. Alors, sur les arguments, j'entends ce que vous dites. Ça, c'est plus intéressant. Parce que utiliser tel type d'argument juridique et faire attention. Mais je termine et puis tu diras ce que tu en penses, mais sur les conséquences de ce que les cabinets d'avocats peuvent en tirer, j'avoue que j'ai du mal à comprendre réellement ce qu'on peut en faire en termes de pratiques professionnelles. Au niveau international et commercial, le cherry picking est une des grandes pratiques des cabinets d'avocats anglo-saxons. Là, par exemple, je parlais en droit interne sur les juridictions internes. Restons-en là, sur ma remarque, je parlais des juridictions internes. Mais même en droit interne, se développe de plus en plus l'idée de provoquer la saisine d'un juge. Tu provoques, c'est d'ailleurs, je crois, il y a un projet de recherche, je crois, au CIRCRIT sur cette idée, tu veux faire avancer tel point du droit, donc tu vas trouver quelqu'un qui sera intéressé pour initier un procès sur cette question, et donc tu vas le faire dans le ressort d'une juridiction qui est plus conciliante qu'une autre. Justement, près de la polémique, ça s'intéresse. C'est-à-dire que, bien sûr, sur tel point du droit, tu fais une évolution comme sur le droit du mariage homosexuel, mais je te parle de la pratique
de 95% des avocats au quotidien, tu ne choisis pas ton juge. C'est de ça dont on parle. On ne parle pas des cas exceptionnels. Un cas beaucoup plus concret, quotidien, banal, si tu veux, en juridiction des étrangers, à la Cour nationale du droit d'asile, tu as un certain nombre d'avocats qui, le jour où tu es convoqué, puisque tu ne connais pas la composition du jugement avant, non, mais c'est ils n'ont pas besoin des legal tech pour ça. Ça va faciliter la vie plutôt que de venir systématiquement chaque matin pour regarder qui est la composition. J'entends, mais j'observe qu'on ne donne que des exemples en dehors des juridictions de droit commun. Moi, je parle tribunal judiciaire, cour d'appel, cour de cassation, et je parle TA, CA et Conseil d'État. Dans ces espaces-là, pour les pratiquer, je ne vois pas en quoi les legal tech pourraient nous conduire à changer nos pratiques, si sur les arguments. Ça peut. Mais alors, en revanche, on ne choisit pas les juges, on ne sait pas devant qui on tombe, et donc on ne peut pas faire grand-chose. Et parfois, d'ailleurs, il y a des stratégies pour essayer de ne pas tomber sur tel juge d'instruction, et en fait, elles ne marchent jamais, parce qu'au bout du compte, c'est les juges qui décident. Donc, j'entends ce que vous dites, mais c'est très annexe. Sur la pratique globale, j'aimerais savoir ce que ça apporte réellement au cabinet d'avocat. Je pense que c'est quand même une vraie question. Oui, Dans un État fédéral. Il paye cher pour ça. Hein. Oui, il faudrait en réfléchir en plus. Je devrais réfléchir plus. Une place où on verrait peut-être un changement pratique, ça serait si on sait que 90% d'un tel type de demande est rejeté. Pour l'avocat, peut-être ça informe la stratégie. Alors, on ne va pas au cours sur cet enjeu-là, on ne va jamais gagner. Il faut mieux négocier ou faire quoi que ce soit. Mais je suis d'accord qu'il y a un aspect là où il y a ces... part of it's like a promotional tool. We are at the cutting edge. Nous avons ces outils-là. Venez, nous pouvons te représenter d'une façon dont les autres cabinets ne peuvent pas. On est innovateurs, tout ça. Mais en réalité, dans le quotidien, comment est-ce que ce type d'outils peut t'aider? Je dirais qu'au Canada, ce qu'on voit, c'est que dans les domaines de droit qui sont pas mal techniques, on voit que comme dans le domaine des taxes, des impôts, oui, droit fiscal, on voit que ils deviennent de plus en plus capables de prédire comment, dans un domaine de droit très technique, ce qui va être le résultat. Et je dirais que les clients, s'ils veulent savoir une chose, c'est qu'ils veulent savoir comment tout ça va terminer. Et alors, je crois qu'il y a un intérêt dans des domaines qui sont pas mal techniques, où on peut prédire avec pas mal de certitude comment ça va terminer. Mais c'est sûr qu'il y a aussi un autre aspect là où c'est du marketing, en effet. Je crois que c'est vrai. Ouais. J'ai peut-être une autre question, mais qui n'a strictement rien à voir, d'un point de vue comparatif, puisque tu parlais dans ton introduction de l'intérêt pour le droit comparé. Est-ce que tu penses que l'analyse des data se fait de façon différente selon la façon dont les décisions sont rédigées? Par exemple, en France, on a des décisions très concises comparées aux décisions rendues par les juridictions anglo-saxonnes ou même par les juridictions européennes. Est-ce que ça a un impact, à ton avis, cette rédaction, sur ce qu'on peut en tirer en termes de données? Je dirais que c'est un point très important parce que jusqu'à maintenant, je dirais que la plupart du travail empirique qui a été fait en droit comparé, c'est au niveau de, par exemple, combien de juridictions ont un droit à la libre expression dans leur constitution. C'est pas mal superficiel. Et le potentiel, c'est de vraiment pouvoir aller à l'intérieur des décisions et de les comparer. Mais avant de pouvoir faire ça, il faut sans doute savoir quel rôle joue la décision dans la culture juridique. Et il y a une énorme différence entre juridictions à cet égard, je dirais. Alors, oui, il faudrait y penser beaucoup plus.
Il faudrait peut-être commencer avec les juridictions qui partagent en effet une Ouais, culture ouais. juridique qui est pas mal pareille. Mais ça serait très intéressant, oui. Comment est-ce qu'on ferait une telle comparaison? Oui, il y a beaucoup de potentiel, mais c'est quand même compliqué. Ouais. Juste un dernier mot. Thomas, vous avez lu les travaux de Madame McDonnell et vous interrogez sur les techniques à utiliser. Peut-être que vous voulez prendre la parole pour finir. On reconnaît la prof, quoi. Alors, non, mais je ne sais pas si l'aspect technique va être le plus pertinent. Après, toutes les questions juridiques, éthiques et déontologiques qui peuvent être soulevées. Et par exemple, peut-être aller dans un aspect un peu plus d'étape de comment vous avez procédé. Par exemple, pour l'article, lorsque vous avez cherché comment la séparation des pouvoirs était évoquée, dans quel cadre et avec quels arguments par la suite. Oui. Parce que vous avez dit que vous êtes parti de chercher quand c'était évoqué, quels étaient les mots qui suivaient, et ensuite, qu'est-ce que vous avez fait en fait avec ça? Oui, alors... et si je peux me permettre, si vous pouvez dire quel logiciel ou outil vous avez utilisé d'analyse textuelle. Oui, alors c'est l'assistante de recherche qui a fait tout ça, mais c'est en utilisant R. C'était là, ce qui a été utilisé. Oui, peut-être que je pourrais juste parler brièvement d'une des choses qu'on a fait pour essayer d'apprendre plus sur le contexte dans lequel le concept a été utilisé. J'ai dit au début que j'avais l'impression que peut-être on voyait ce concept lorsque la Cour voulait se reculer et repousser la question aux branches politiques. On dirait séparation des pouvoirs, c'est vraiment pas une question pour les cours, c'est une question plutôt politique. Moi, je pensais que ça serait la stratégie. Mais une chose qu'on a fait pour comme tester cette hypothèse-là, c'est qu'on regardait, alors la séparation des pouvoirs est reconnue comme étant un principe constitutionnel non écrit. Et il y en a d'autres aussi. Il inclut la primauté du droit, l'indépendance judiciaire, la souveraineté du Parlement et aussi d'autres concepts. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé où on voyait la séparation des pouvoirs avec l'indépendance judiciaire, où on voyait séparation des pouvoirs avec la souveraineté du Parlement, et où on le voyait avec la prérogative ou autre concept qui invoque l'exécutif. Et ça nous a donné un petit peu l'impression, quand on le voit avec l'indépendance judiciaire, la conclusion, c'est que la séparation des pouvoirs est invoquée pour protéger la juridiction des cours, tandis que quand on le voit avec la souveraineté du Parlement, c'est plutôt que le concept est invoqué pour protéger la juridiction du Parlement. Alors, ça, c'est un des façons dans lesquelles on a essayé de poursuivre cette question de comment est-ce que c'est utilisé. On a vraiment commencé à un niveau de base avec, on le voit, donc combien de décisions, quand on le voit, est-ce que c'est dans l'opinion de la majorité ou de la dissidence? Quels sont les juges qui ont l'habitude d'utiliser ce concept? Et ces variables, vous les aviez marquées pour lancer l'analyse ou vous les avez récupérées après, lorsque vous avez vu ou vous avez juste vu marquer séparation des pouvoirs et ensuite vous avez cherché à quoi ça se rapportait? Oui, ou est-ce que ça vous donnait automatiquement? Oui, alors ce que ça nous a donné automatiquement, c'est on reçoit comme une liste avec chaque décision dans laquelle apparaît la séparation des pouvoirs. Là, j'ai dû les regarder pour faire sûr que, comme j'avais mentionné, il y avait quelques décisions qui utilisaient, oui, ce terme, mais
dans le sens que moi, qui m'intéressait. Puis après ça, pour chaque de ces décisions, on a tout le metadata qui est associé avec cette décision. Alors, c'est combien de jugements, d'opinions font partie de la décision, quel juge a écrit la décision pour la majorité, pour la dissidence. Ça retire aussi chaque paragraphe qui contient le terme. Et puis après ça, on a fait une analyse séparée sur où on voyait ces concepts ensemble. Mais ça a été tout fait en utilisant la base de données. Oui. D'accord. Ouais. Et est-ce que vous avez pensé ou réfléchi à une méthode qui pourrait permettre, en utilisant l'IA, de retrouver une évocation de la séparation des pouvoirs, mais sans citer la séparation des pouvoirs? La fameuse décision importante où le mot n'apparaît pas, est-ce que vous avez Et qui intrinsèquement une machine qui est montre capable de la limite trouver de l'empirisme. Oui, oui. Cette décision-là, bon. Oui. Ah non, mais ça, c'est pas possible. En effet, moi je dirais, jusqu'à maintenant, non. Ce que moi j'ai réalisé en faisant ce petit projet-là, c'est qu'il y a maintenant toutes sortes d'autres questions que je pourrais demander pour approfondir cette recherche sur une petite question. C'est une question importante, mais une question parmi, oui, beaucoup d'autres. Par exemple, j'ai dit que j'avais en tête cette raison pourquoi on voyait que tout d'un coup, le cours a commencé à utiliser ce concept plus fréquemment. Ça serait très intéressant. Moi, je ne peux pas dire honnêtement pourquoi on voit, est-ce qu'on le voit parce qu'il y a des intervenants devant la cour qui encouragent le cours d'utiliser le concept? Est-ce que les juges s'intéressent à ça? Est-ce que c'est le sujet de la pouvoir qui soulève ces enjeux-là? On ne sait pas. Alors, en fait, peut-être qu'avant, il y avait justement une séparation des pouvoirs, mais qu'elle n'était pas appelée séparation des pouvoirs, en renvoyant vers d'autres instances, absolument, en disant que c'est pas à eux de s'en occuper, mais que le terme n'était pas évoqué, donc c'est pas ciblé dans les textes. Oui, mais pour rebondir sur ce que tu dis, justement, avec les méthodes antérieures, manuelles, tu cherchais la séparation des pouvoirs, ça y est pas, tu n'as pas ta décision. Avec le big data et avec l'analyse, l'intelligence artificielle, ça c'est possible. Parce que tu peux donner tout le contexte, tu n'as pas le terme même, mais tout le contexte, tout ce qui est à côté te permet d'avoir cette décision ça, l'intelligence artificielle va pouvoir. Il y a un avantage pour les cours suprêmes quand même, c'est quand même moins de décisions aussi. Là, vous disiez, il y a une doctrine de la séparation des pouvoirs. Oui, il l'évoque. Pour nous, une doctrine, ça fait référence chez nous à un contenu très précis, manifestement, sur lequel les recherches ne sont pas encore abouties. Mais pour moi, et là je fais le parallèle aussi avec d'autres cours suprêmes anglo-saxonnes, que ce soit américaines ou britanniques, c'est quand même là aussi des mantras. Sur le principe de rule of law, par exemple, d'ailleurs, ça continue d'alimenter des débats doctrinaux que l'analyse empirique ne permet pas de régler. Moi, je l'ai fait sur un auteur, sur Dicey, justement, à la Cour suprême et Dicey. En fait, Dicey, il est cité principalement par quoi? Pas forcément le rule of law et la souveraineté du Parlement, mais sur ses écrits en droit international. Chaque fois, son traité est mobilisé là-dessus, alors qu'il n'est pratiquement pas connu sauf des juges, enfin, il est très connu des spécialistes de la matière. Mais en droit public, on s'attend à l'avoir partout. Alors, il y est sur des grandes décisions, mais un peu comme un cours de droit constitutionnel de première année droit, qu'on fait au Royaume-Uni. Et c'est assez frappant. En fait, c'est un mantra, le juge en fait ce qu'il veut. Et ce qui est frappant, en revanche, je ne sais pas si ça peut t'aider pour les recherches canadiennes, mais c'est les mêmes principes, souveraineté du Parlement, c'est le de Westminster quand même. Donc l'idée, c'est quand même que depuis que la Cour suprême du Royaume-Uni n'est plus la Polite Committee of the House of Lords depuis 2009, on est arrivé à une prise de conscience du rôle constitutionnel, et effectivement, on a plus d'occurrences de separation of powers, etc. Voilà. Mais ça ne donne pas vraiment beaucoup de contenu et ça ne permet pas de dépasser ce qu'on fait l'analyse doctrinale depuis des lustres. Et c'est une question très intéressante.
quelle est la conséquence, en effet, d'invoquer ce concept? Est-ce que c'est un mantra, on l'évoque et puis c'est tout? Ou est-ce que ça fait un type de travail dans les décisions? Et là, c'est encore où on est dans un espace où c'est très, très difficile de savoir est-ce que on peut regarder les décisions de près, mais de savoir est-ce que ces concepts-là servent comme outil juridique ou est-ce que c'est quelque chose de plus politique? Et moi, j'avais l'impression, c'était mon impression, il y a maintenant entre 4 et 5 juges qui sont plus conservateurs, qui pensent que le rôle de la Cour devrait être plus petit et l'invocation de la séparation des pouvoirs est un outil qu'ils utilisent parmi d'autres. J'en ai identifié plusieurs. Ils les utilisent tous pour enlever le cours des grands enjeux constitutionnels et de les donner. C'est exactement l'évolution qu'on a à la Cour suprême du Royaume-Uni. Oui, après une période d'activisme avec Neuberger et les collègues, c'est ce qu'a fait la CDH. Oui, alors c'est ce que je vois, mais ce n'est pas toute l'histoire de ce concept, ce qui était quelque chose qui n'était pas du tout évident pour moi avant. Alors, oui. Merci beaucoup. Merci. Merci. Oui. Merci à ceux qui